analyser l'actualité nationale. Et justement, Sostène Smith, on commence avec vous sur le premier sujet en débat. Il s'agit bien évidemment de cette attaque survenue à Akéro. Depuis que le Bénin a commencé par essuyer, on va dire, des incursions d'hommes armés sur son territoire, c'est pour la première fois on dénombre autant de morts dans une attaque terroriste. Oui, c'est normal, c'est déplorable et ça fait frémir plus d'un. Lorsque on arrive à perdre en une fraction de seconde beaucoup de vies humaines, ça donne véritablement matière à réflexion. Et vous n'êtes pas sans savoir également que depuis plusieurs années, il y a beaucoup de pays qui nous entourent, qui reçoivent davantage des sursauts des djihadistes. Il y a des mouvements qui sont perpétrés. Et le Bénin devrait, en tant que nation, prendre des dispositions nécessaires. Et les dispositions ont été prises, certes, mais est-ce que ça a été pris à temps ? C'est des interrogations qu'on doit pouvoir se poser et trouver des solutions. Et lorsqu'on a commencé par prendre ces dispositions, est-ce qu'on est allé de même morte? Est-ce qu'il y a une certaine rigueur qui est implémentée par les forces de défense et de sécurité, notamment ces responsables-là qui entourent nos corridors et les frontières notamment? C'est là où la question se pose. Est-ce que les populations sont véritablement impliquées? Parce que le djihadiste, lui, on se demande véritablement qu'est-ce qui le motive à perpétrer ces genres de mouvements qui n'apportent véritablement rien à la cité, sinon que c'est de perturber le vivre ensemble. Parce que quand on tue des personnes, c'est pour quelle fin? On veut prendre sans doute des territoires, les occuper pour mener peut-être des choses qui ne sont pas du tout saines. Alors là, les autorités à divers niveaux doivent prendre leurs responsabilités. On a entendu le porte-parole du gouvernement qui a dit que cette situation était évitable. Mais qu'est-ce qui a dû se passer au niveau des forces de défense? Est-ce que la communication n'y était pas? Est-ce que les agents de renseignement n'étaient pas informés? On a l'impression qu'aujourd'hui, les agents de renseignement n'étaient pas véritablement ce que c'était au moment de la période révolutionnaire. Nous, on a appris beaucoup de l'histoire, on savait ce qui se passait. Un pays ne peut pas vivre véritablement sans une belle source d'agents de renseignement. Un peu trop dur là quand même avec évidemment le renseignement, parce que l'État communique autour, on ne communique pas forcément autour de ses succès, puisque les terroristes sont neutralisés presque tous les jours ou presque toutes les semaines, mais on n'en parle pas pour ne pas créer forcément la psychose dans la tête des populations. C'est un sujet assez sensible, et donc cela ne voudra pas dire qu'il y a forcément eu défaillance au niveau du renseignement. La sensibilité du sujet. Et il faut dire également, la vie humaine, on ne peut pas acheter la vie humaine. Et à ce niveau, il faut mettre les bouchées doubles. Il faut être drastique. Et moi, je le dis, quand un sujet est sensible et mérite plus d'attention, il faut donner les moyens qu'il faut. Il faut se donner à fond. Parce que gouverner, c'est prévoir. Lorsque vous voulez gouverner qui en réalité? Ce sont les populations. Mais lorsque ces populations-là sont décimées à longueur de journée, alors que ce sont elles qui vont participer au développement de votre nation, alors dans ce cas-là, vous allez tout simplement prêcher dans le désert. D'accord, très bien. On va revenir à vous tout à l'heure, Sostène Fadaïro, le temps de me tourner vers Francis Eulogé-Attali. Monsieur Attali, quand on observe le mode opératoire de cette attaque qui a eu lieu à Akéro, on se rend compte que ça tranche avec ce qu'on a pu voir par le passé. Cette fois-ci, ce sont des populations qui sont visées. Elles ont été évidemment abattues, et les terroristes sont repartis avec du bétail. Qu'est-ce que cela vous inspire, ce mode opératoire? D'abord, il faut commencer par exprimer toutes nos condoléances aux populations qui ont été éplorées, parce que c'est un drame. Et je ne partage pas entièrement le développement qui a été fait par mon cher ami de Océan FM. Je voudrais faire constater évidemment que c'est un sujet extrêmement sensible et préoccupant pour le gouvernement. Nous avions suivi depuis un moment les mesures qui sont prises, notamment par le gouvernement, et les nombreux accords qui ont été signés avec d'autres États qui ont l'expérience pour que nous puissions mutualiser nos efforts pour juguler cette crise. C'est une crise en fait qui n'est pas celle du Bénin seul. Vous savez que les djihadistes ont commencé en 2012 au Mali, et ils sont venus en 2014 au Burkina. Et donc c'est en 2021, décembre, que ça a commencé au Bénin. Donc c'est un mal de la sous-région. Et il y a quand même des mesures qui ont été prises, des mesures diligentes. Et je sais évidemment que le gouvernement n'est pas laissé les mains croisées. Il y a eu déploiement du matériel, avec de la logistique, du personnel,
pour endiguer le mal. Et puis, c'est suivi. Il y a plusieurs structures qui sont mises en place, même à la présidence. Donc, c'est suivi. Il n'y a que, certainement, une défaillance au niveau de Kérou. Parce que je crois que le commissaire a été déchargé. Parce qu'évidemment, il paraît qu'il y a eu une alerte, puisque les djihadistes ont dit qu'après le carême, qu'ils vont opérer. Est-ce que cette information a été traitée par les unités qui ont en charge de lutter contre ces hors-la-loi, en fait, ces bandes organisées, armées, qui perturbent la paix et la quiétude des citoyens? Je crois que c'est à ce niveau qu'il y a eu défaillance. C'est pourquoi le gouvernement a dû commettre une enquête pour en tirer les conclusions, afin que les sanctions soient infligées aux agents qui ont fait preuve de laxisme, parce qu'il faut des informations qu'il faut traiter avec plus de rigueur, parce que en fait la paix n'a pas de prix. Et le gouvernement a investi suffisamment. Je crois que dire que le gouvernement n'a pas pris de vrai, je crois qu'il y a certains mots qui ont été utilisés, mais qui me dégagent un peu. Ce gouvernement est responsable, le mal fait moins de dégâts, sauf que cette fois-ci, les cibles, c'est les civils. C'est les civils, et puis le mode opératoire, c'est qu'on leur tranche la gorge. Je crois que, en fait, le Bénin, depuis un moment, surtout au nord, puisque nous partageons une frontière avec le Burkina, et vous savez que les terroristes sévissent plus au Burkina, et ils veulent en fait une terre de repli. Et cette terre de repli, c'est peut-être le Bénin pour eux. Ils ont tenté plusieurs formules qui n'ont peut-être pas prospéré. Et cette fois-ci, ils veulent semer la zizanie, la terreur, pour obliger les populations à déserter ces villages-là, afin qu'ils puissent prendre d'assaut ces villages pour que ce soit leur terre d'appui. Et il faut évidemment qu'au niveau de notre structure, en fait, la structure, il y a une structure palais qui s'occupe du suivi, de la conduite des opérations. Il faut que cette structure donne des orientations claires et accompagne, fasse le meilleur suivi au niveau des actions qui sont menées sur le terrain pour que les associations soient mieux coordonnées, que les renseignements soient mieux traités. Les services de renseignement aujourd'hui, je crois qu'il y en a suffisamment. Et ça travaille bien plus que la période révolutionnaire. Je ne sais pas si votre confrère de Océan FM connaît un peu comment les gens de la DSLD, et puis couplé par d'autres structures. Vous ne savez pas qui est renseignement. Donc aujourd'hui, j'ai même peur de parler. Parce qu'ils ne savent pas comment est-ce que ces informations seront relayées et qu'est-ce qui va suivre après. Je crois qu'aujourd'hui, si c'est les renseignements, ça travaille super bien. Je certifie. Et il y a certainement une défaillance parce qu'il y a eu baisse de forme. À un moment donné, nous nous sommes dit que nous avions mené la lutte et que nous pour nous targuer de dire que nous sommes une expérience. Vous avez même vu que quand le président nigérien Bazoum était avec nous et que RFI a lancé en fait une critique sur les faiblesses de la lutte contre les djihadistes, le président Patrice Talon n'a pas hésité à réagir, qu'il y a quand même des exploits qu'il faut saluer. Et on ne communique pas sur les capacités de nuisance des différentes forces, parce que ce qui se passe, c'est la psychose. C'est ça que la psychose. C'est pas agréable de dire qu'on a tué tel, nous ne sommes pas une armée qui tue. Je crois que l'armée fait ce qu'elle peut. En fait, les djihadistes sont ce qu'ils sont. Vous avez vu qu'au Mali, on a intercepté des cargaisons parce qu'ils sont obligés d'aller voler. La volaille, les vivres, parce qu'il faut bien qu'ils vivent. De jour en jour, on sent que le robinet se referme un peu. Parce que les mains invisibles qui opèrent et qui alimentent ces réseaux sont plus ou moins identifiés. Et les gens ne veulent plus opérer à visage découvert. Sinon, il y avait des bras qui ont été identifiés. Ces djihadistes, il paraît qu'ils étaient une centaine. Qui ont assailli le village de, je crois, Kaobagou. Ils étaient une centaine. C'est dans la nuit, vers 23h, qu'ils auraient opéré. Bon, ils ont tranché la gorge, ils ont tué une quinzaine. Il y a 2 qui sont morts par des explosifs. Et à côté, je crois, le 3, je crois, à Banikwara, je crois c'est dans un petit village là, Gembangou, un truc comme ça, qu'il y a eu 3 morts. Bon, donc, quand on fait le bilan, ça fait une vingtaine de morts. Avec le même mode opératoire, on leur tranche la gorge pour créer la psychose. Je crois qu'en fait, il y a une information qui a été maltraitée, si banalisée, et qui a peut-être engendré ça. Sinon, nos forces de défense et de sécurité sont suffisamment armées et devaient réagir promptement. C'était évitable. C'est pourquoi le porte-parole du gouvernement a bien dit que si on gérait mieux l'information, qu'on pouvait éviter ça. D'accord. Alors, docteur Paul-Marie Ouessou, justement, on revient quand même sur ce mode opératoire de ces terroristes qui ont
opéré ou sévi à Kérou. Jusque-là, on a constaté que le Bénin a connu des attaques ciblées contre des commissariats ou contre je vais dire des représentations de l'État. Mais cette fois-ci, ce sont des populations qui ont été la cible de ces ennemis de la liberté. Oui, oui, excusez-moi. Oui, je crois que, comme il a dit, le sujet est très sensible. Le sujet est très sensible, mais en la matière, il n'y a jamais de sécurité 100%. C'est pour cela que, quelles que soient les institutions de renseignement, les services de renseignement et autres qui sont en place, il n'y a jamais de sécurité 100%. Et moi, je voudrais plutôt... C'est vrai qu'il y a eu... la première étape, c'était un harcèlement du système sécuritaire pour tester. Pour tester. Et maintenant, on commence à... Comme il a dit, si on vide tout un village, on peut occuper le territoire. Et là, vous voyez, ça peut faire un affrontement direct avec les forces de l'ordre. Moi, je veux dire, ça n'arrive pas qu'aux autres. Vous savez, cette histoire, ça a commencé même plus loin, au Nigeria, avec Boko Haram. Et on regardait ça de loin, vous voyez. Et puis, bon, c'est passé au Mali, ensuite au Burkina, puis bon, et comme il est dit ici, tant que les mains invisibles sont identifiées, moi je crois qu'il faut frapper fort à ce niveau. Et pour le faire, on ne peut pas le faire en tant que pays individuel. Il faut vraiment que les pays de l'Afrique de l'Ouest se mettent ensemble, quelles que soient les divergences, parce qu'en fait, l'approche de traitement de ce phénomène diverge selon que l'on soit avec ou sans la France. Et cela, moi je voudrais que l'on sorte la France de cette équation, carrément de cette équation, et que l'on se regarde face à face et qu'on se parle. Parce que ce que les Maliens arrivent à faire aujourd'hui, même si le Mali, c'est ce qu'il dit, de plus en plus c'est difficile de vivre au Mali aux djihadistes. Et donc ils vont nécessairement chercher le territoire de repli. Et il faudrait que le Mali parle au Bénin, que le Bénin parle au Burkina, que tous ces pays se parlent au-delà de toutes les divergences pour apporter des solutions vraiment régionales aux problèmes, pour que nous puissions tant soit peu juguler la situation. Parce que vous savez, comme je l'ai dit, ce n'est pas un truc, ce n'est pas un phénomène qui peut être contré à 100%, parce que vous voyez la France avec toute la sécurité et tout ça là, on a eu quand même cette attaque des confrères le Charlie Hebdo. Charlie Hebdo dans le temps. Charlie Hebdo, il y a eu l'attentat de Nice, la promenade d'anglais, un bus qui a foncé sur une population sur une foule qui a fait 81 morts en 2017. Et on ne peut pas dire que la France n'a pas les services de renseignement qu'il faut. On ne peut pas dire que la France n'a pas la police qu'il faut, mais vous voyez à peu près. Donc c'est un phénomène assez complexe. Complexe parce que les djihadistes ne se mettent pas dans un habit qu'on appelle djihadiste. Et ils se fondent dans la population. Ils peuvent faire mal à tout moment. Et moi, je crois que tout en se donnant la main au plan régional, il faut aussi se donner la main à l'intérieur, c'est-à-dire que les populations soutiennent les forces de l'ordre dans ce combat-là pour que nous puissions disons arriver à un tant soit peu à juguler la situation et surtout aussi et de plus en plus travailler à ce que la jeunesse puisse être occupée parce que la jeunesse avec le taux de chômage et autres ça crée cette envie-là d'aller se donner à des phénomènes qui ne sont pas des très catholiques. D'accord. Alors, Arasmis Fadaïro, aujourd'hui, le porte-parole du gouvernement dit que c'est un drame qui aurait pu être évité. Cela voudra dire que quelque part, forcément, dans la chaîne, quelqu'un n'a pas fait son travail. Indubitablement, il y a faille parce que c'est une chaîne et quand vous êtes dans une chaîne, c'est que toutes les actions doivent évoluer dans une synergie certaine. Et lorsque un maillon de la chaîne devient faible, ça voudra dire tout simplement que ça ne pourra pas aller à bout. C'est comme dans une course de relais. Lorsque quelqu'un
arrive en retard dans le passage du témoin, c'est qu'inévitablement, vous manquez le podium. Et pour revenir, si vous le permettez très rapidement, Dr Attadé, c'est vrai, je respecte son analyse, et il a dit, il a voulu me faire porter un manteau qui n'est pas forcément le mien. J'ai jamais dit que le gouvernement n'est pas responsable, mais il faut apprendre à anticiper sur certaines choses. Je reste péremptoire sur mon analyse. Si entre-temps, des mesures drastiques avaient été prises, on aurait pu indubitablement contrecarrer le fléau. Encore que là, le djihadisme, je le dis, on n'arrive pas à comprendre réellement leur source de motivation. Et pour arriver à endiguer ce mal, il a dit tout à l'heure, mon prédécesseur, que ce n'est pas le problème d'une nation. Il faut arriver à mutualiser les forces dans la sous-région. Et cela passe par quoi? Arriver à cibler, pour ne pas dire à déceler, d'où part le mal, qui arrive à financer ces personnes-là, ces rebelles-là. Justement, parce que ce n'est pas un mal qui existe aujourd'hui. Le terrorisme, c'est une guerre asymétrique. C'est une guerre où on ne connaît pas l'ennemi. Donc, comment est-ce qu'on veut frapper un ennemi qu'on ne connaît pas? Justement, c'est là je dis. Et il faut arriver à savoir réellement, parce qu'on se demande quelle est la motivation réelle pour une personne de nuire à l'autre, de tuer pour quelles ressources, même pas que ces djihadistes viennent pour empocher, si c'est même le terrorisme ou le braquage, on sait que quand le braqueur vient, il tue, il ramasse de l'argent, il s'en va, mais là le djihadisme c'est tout un autre phénomène. D'accord. Là, au moins, ils ont, on peut dire que ce sont il y a derrière peut-être une motivation alimentaire ou, je sais pas moi, une motivation de survie, puisqu'ils ont emporté du bétail. Ils ont emporté du bétail, ils ont emporté aussi les vivres des populations. Donc, derrière, il y a quand même une motivation. Ce n'est pas comme si ils sont venus, ils ont tué des populations et ils sont repartis sans rien apporter. Non, écoutez, le mal djihadiste est souvent motivé par des griefs que la plupart ont contre la gouvernance. Vous savez évidemment que derrière ça, si vous voyez bien, le djihadisme a commencé par frapper au Burkina, après qu'on est contraint Compaoré à quitter le pouvoir le 31 octobre 2014. Ça a commencé chez nous ici, après les élections présidentielles 2021, puisque c'est en décembre 2021 que ça a commencé. Je ne veux pas soupçonner qu'il y ait des bras politiques qui alimentent ça, mais on a l'impression qu'il y a quand même des griefs contre la gouvernance. Et on utilise en fait des bras comme des organisations armées, en fait irrégulières, qui opèrent sans foi ni loi pour déstabiliser les États, parce que la plupart des États de la sous-région sont faibles. Bon, il y a peut-être qu'au nom d'un certain islam, vous savez que l'islam est plus manipulé que manipulateur. Donc, c'est pourquoi il y a des groupes tels que Al-Qaïda, l'État islamique. Bon, on opère au nom de l'islam. Je ne sais pas si Mahomet a enseigné ça. Donc, il y a peut-être une mauvaise interprétation qui amène les gens à commettre des crimes gratuits. Mais au-delà de tout ça, il y a une question de gouvernance des États. Parce qu'à la longue, il faut faire en sorte que, parce que je crois que Dr Wissou a bien dit qu'il faut que les jeunes soient occupés. Parce que le djihadisme, c'est les jeunes qu'on enrôle. Parce qu'il y a des recruteurs. Ça s'appuie. Mais vous voyez que dans le cas de Kérou, la population a coopéré. Parce que nous avions dit que nous sommes dans la dynamique de la coproduction de la sécurité. La population a joué sa partition. Et il n'y a que les acteurs qui sont de la chaîne, dans l'unité de riposte, n'ont peut-être pas mieux géré l'information pour prévoir les frappes chirurgicales qu'il faut pour empêcher que ces djihadistes nous perdent. Donc c'est pour cela que le gouvernement a situé les responsabilités et a déchargé d'abord le commissaire. Il y a peut-être sur la chaîne beaucoup de personnes qui seront interpellées. Je crois qu'il faut nous séparer. Quant aux initiatives régionales, sous-régionales et même bilatérales, je crois qu'il y a une dynamique qui est en cours. Vous avez vu l'initiative d'Accra. Il y a eu le sommet d'Accra où les chefs d'État, que ce soit du Togo, du Bénin, du Burkina, du Ghana et autres, se sont réunis pour définir des stratégies communes. Et à l'occasion, on a même pris l'engagement de mettre en place une force conjointe pour opérer, pour les conduites d'action militaire transfrontalière, pour pouvoir empêcher ces djihadistes de continuer à s'aimer. Il y a aussi au niveau de la CEDEAO, je crois le sommet du 4 décembre 2022 a permis de prendre la décision de mettre en place une force régionale. Donc, au-delà de ça, il y a eu des coopérations, par exemple, au niveau du Bénin et du Niger, pour la coproduction de la sécurité, parce que pour le djihadisme, il y a aussi récemment, vous avez vu le président Kagame venir,
Et à l'occasion, le chef de l'État béninois a discuté avec lui de la stratégie à mettre en œuvre pour pouvoir contrer ce mal. Entre autres, il y a l'apport en logistique du Rwanda, l'expertise du Rwanda, mais aussi la possibilité qu'on déploie des soldats pour lutter contre. Donc il y a quand même des initiatives qu'il faut saluer au niveau du gouvernement. Et vous avez bien fait que la question de la sécurité, on ne peut pas arriver à zéro sécurité. Ce serait un monde idéaliste. C'est possible, mais à condition que nous puissions maintenant revoir, que nous ayons une autre lecture de la lutte contre les djihadistes. Alors, nous savons que dans nos traditions, il y a quand même des ressources qui peuvent aider à contrer ce mal. Si le Bénin a eu une riposte contre la Covid, qui a peut-être marché, il n'y a pas que le cordon sécuritaire. Il y a peut-être eu des consultations oraculaires, il y a peut-être eu des rituels expiatoires qu'on a dû faire, mais on ne peut pas tout déballer sur un plateau de télévision. Donc nous savons que pour nous ressourcer dans nos traditions aussi, ça compte. C'est l'africanité, c'est l'endogénéité, et ça peut aider à contrer ce mal. Parce qu'en fait, comment ils opèrent? Quand vous les voyez, ils ont des talismans. Vous voyez, quand on abat un djihadiste, vous voyez, en fait, l'armée, au-delà de la munition qu'il a, mais ils ont des amulettes qu'ils portent. Donc, ils ont non seulement comme l'atome, comme, disons, puissance qui leur permet de sanctuariser le corps, mais aussi il y a les amulettes, donc qui les met en connexion avec certaines entités. Donc, ils opèrent avec l'endogénéité. Donc, ce n'est pas des gens qui bougent avec la croix de Jésus. Dans ces conditions, il faut trouver aussi dans nos traditions des gens qui seront commis à la tâche pour contrer cette avancée. Il faut lutter, après on dit qu'on n'attaque pas un monstre, il faut le désintégrer. Donc il faut aller par le même mode opératoire pour pouvoir anéantir, neutraliser les forces qu'ils utilisent pour nous faire du mal. Et au-delà de ça, il faut améliorer la qualité de la gouvernance. C'est ça en fait qui va complètement nous permettre de lutter contre le djihadisme. Parce que tant que les gens ont faim, tant qu'il y aura des poches de pauvreté, parce que quand vous faites l'étude sur la géographie de la pauvreté, vous constatez qu'il y a plus de crises à ce niveau. Et plus il y a de pauvres, et il y a ce qu'on appelle la pornographie de la pauvreté. Les gens sont obligés de vendre leur corps, de faire. Donc, pour contrer tout ça, les jeunes qui n'ont pas d'opportunité sont obligés. C'est parce qu'en fait, il paraît qu'ils sont payés à 500 000 francs le mois. Alors, vous imaginez si quelqu'un doit être payé à 500 000 francs le mois et qu'il a une moto, il a la carburation, il a les munitions, il a la pitance, il a tout ce qu'il faut pour manger. Mais il va commettre des crimes. Donc, il faut qu'on pousse la réflexion au-delà des grands sommets et puis de la stratégie, je crois, européenne, et qu'on voit au niveau des ressources africaines quelles sont les mesures que nous pourrons prendre pour contrer ce mal. Ça va nous aider beaucoup plus à stabiliser nos pays. D'accord. Alors, docteur Paul-Marie Ouessou, comment est-ce que la vie va se passer désormais à Kéro, par exemple, qui vient d'essuyer cette attaque terroriste? Comment vivront les populations désormais? C'est difficile. C'est très difficile parce que d'abord les populations seront vraiment dans l'anxiété. Il y a le deuil bien sûr, mais le deuil, au-delà du deuil, vraiment c'est l'anxiété, l'inquiétude. Puisque une fois qu'on a subi un peu comme on le dit, chat échaudé craint l'eau froide, et donc ça va être difficile pour les populations, mais bon, si les mesures sécuritaires sont renforcées autour de la ville, peut-être ça va rassurer, mais aussi je crois que c'est une communauté avec qui il faut dialoguer. Il faut dialoguer beaucoup. Pourquoi pas que le gouvernement dépêche une délégation sur place pour soutenir, parce que vraiment, psychologiquement, cette communauté est atteinte et va vivre la psychose pendant vraiment un moment. Mais il faut les rassurer, il faut aller vers elles, il faut discuter avec les populations tout en leur disons, en les assurant que cela ne peut plus se produire, se reproduire, et en mettant aussi autour donc de cette communauté, je crois, les moyens qu'il faut pour contrer une nouvelle invasion des djihadistes. Il faudrait que je dise quelque chose très rapidement, si vous me le permettez, c'est que mon ami Francis a parlé donc des initiatives qui se prennent ici et là. Je veux croire à ces initiatives.
vous savez, il y a eu ce qu'on appelait le G5 Sahel. G5 Sahel. Et si vous écoutez, depuis que le Mali a quitté le G5 Sahel, vous écoutez ce qui se dit, vous comprenez que lorsque nous mettons en place ces initiatives-là, il y a toujours derrière quelqu'un qui disons, tient la commande. Et cela pose des problèmes. C'est pour cela que moi je dis qu'au-delà de ces choses, de ces initiatives, et au-delà de la présence de toute force étrangère, que les Africains se parlent entre eux, quelle que soit la divergence. Parce que vous savez aujourd'hui que avec la position, ou du moins, la position malienne, au plan international, que c'est difficile d'être ami du Mali et d'être ami de la France, par exemple. Et donc, ça pose nécessairement un problème de dialogue entre Africains. Et moi, je voudrais qu'on aille au-delà de cette difficulté et qu'on puisse se parler. Et je sais que si on se parle en tant qu'Africain, et comme il a dit, trouver aussi des solutions africaines aux problèmes, moi je crois que ça va plus nous aider et nous amener à plus de sécurité. Alors, vous étiez en train, un peu plus tôt, de l'évoquer. L'idée, c'est justement de créer la psychose dans les rangs des populations pour qu'elles puissent déserter l'espace afin qu'ils puissent prendre en otage, on va dire, cette région-là. Comment, aujourd'hui, convaincre ces populations autochtones, certainement, ou ces habitants de cet espace géographique-là, de ne pas quitter, de rester là, alors qu'ils ont peut-être tendance à penser que le spectre d'une autre attaque terroriste plane au-dessus. Mais Eman, après la thérapie, il a proposé qu'une équipe soit déployée, l'équipe de psychologues. Vous avez vu que quand on a suivi le drame de Dassa, il y a eu une prise en charge psychologique. Donc il faut une équipe de psychologues, de psychanalystes pour aller sur le terrain, pour communiquer avec les gens, parce que c'est leur travail, ils sont experts en la matière. Ils savent comment est-ce qu'il faut corriger en fait la psychologie des gens et leur donner encore espoir qu'ils peuvent encore vivre longtemps, parce que là, c'est un mal qui existe. Et au même moment, il faut qu'on renforce la sécurité au niveau de cette région, mais au-delà. Parce que c'est comme c'est une guerre asymétrique. Écoutez, ils peuvent opérer ici à Guérou, et demain, vous les voyez dans la Libye, comme ils l'ont fait à Badikwada, ils peuvent maintenant opérer plus tard à Savin. Donc, il n'y a qu'une surveillance générale. Et nous avons quand même un drone, nous avons acquis du matériel. Il faut évidemment qu'on déploie le matériel pour qu'on ne sous-estime pas l'intervention, parce que la capacité de nuisance est terrible. C'est un réseau djihadiste. Et c'est un réseau mondial. C'est pas sectoriel, c'est pas sous-régional. C'est un réseau mondial. Et les parrains sont ailleurs. Et vous savez évidemment qu'on ne va rien cacher. Et je n'ai pas évoqué le cas du G5 Sahel parce que ça aurait pu être une très belle initiative, mais par la suite, les Maliens m'ont dit qu'il y avait des mercenaires tchadiens. Or, les Tchadiens sont des Africains. On a vu évidemment le président Déby perd son âme qui était bien aux côtés de la France dans cette lutte. Et quand on a cité les pays qui sont membres du G5 Sahel, on a compris qu'il y avait un pays qui était presque traître. Bon, je ne vais pas citer ce pays ici, mais ça n'a pas permis au G5 Sahel d'avoir les résultats. C'est ce qui a fait évidemment qu'au bout depuis 2013 à 2022, les Maliens n'ont pas eu de résultats. Et c'est ça qui justifie les accords qu'ils ont signés avec Wagner, qui n'est souvent pas un groupe de militaires, parce qu'il y a des civils. Il y a aussi des experts en information. On parle d'un groupe de sécurité privée. Non, mais écoutez, c'est un groupe paramilitaire avec plusieurs. Mais il y a plusieurs composantes en fait. Il y a même des experts qui sont chargés de l'exploitation des mines. Il y a des experts qui sont chargés du travail de l'opinion publique. Donc il y a des journalistes même dedans. Donc il n'y a pas que les militaires. Donc Wagner, c'est un groupe